Il y a eu deux tentatives d'opéra sérieux, entre guillemets, avant le Consul. La première s'appelle The Island God, le dieu de l'île. Et du vaste catalogue de Menotti, c'est la seule œuvre qu'il est exigé de voir retirée, parce qu'il l'a pas du tout assumée. Elle a été commandée par le Metropolitan Opera de New York, donc c'était là pour le coup, c'était vraiment, on passe à un niveau supérieur. Le sujet était un sujet, alors là on oublie les téléphones qui empêchent les amoureux de se marier, on oublie les cocottes qui vont au bal. Le sujet c'est une fable philosophique où deux réfugiés sur une île grecque découvrent une espèce d'autel d'un dieu inconnu et ils se mettent à vouer un culte à ce dieu et à force de trop lui vouer un culte, le dieu leur apparaît et ils se mettent à le haïr. Et le dieu vexé les tue. Mais en même temps, en tuant les deux seules personnes qui lui vouent un culte, il se tue lui-même. Voilà, on imagine ce que ça peut donner mis en scène. C'était assez barbant. Ça n'a pas duré plus de deux représentations, ce qui est quand même un camouflet terrible pour Menotti. Et donc l'œuvre a disparu. On joue encore parfois quelques interludes orchestraux et un ou deux airs, mais rien de plus. Donc on oublie le dieu de l'île. Et nouvel effort pour faire un opéra un peu plus sérieux, le médium, qui renoue, on va dire, avec tout l'imaginaire de l'enfance de Menotti. Menotti a grandi dans une famille très aisée de la bourgeoisie italienne, milanaise en l'occurrence. Il était constamment entouré d'articles de théâtre. On lui a offert un théâtre de marionnettes dans son enfance. Il allait régulièrement voir aussi des spectacles de théâtre pour enfants et pas que pour enfants. Et il se passionnait pour la mécanique théâtrale en fait. Et le médium raconte l'histoire d'une femme qui se sert d'une mécanique théâtrale pour abuser des gens crédules qui font appel à un médium pour entrer en relation avec des proches disparus. Et cette mécanique va se renverser et se retourner contre elle, puisque lors d'une fausse séance de médium, elle a l'impression que le fantôme de l'enfant qu'elle est soi-disant en train de contacter vient lui taper l'épaule. Et tout à coup, elle ne maîtrise plus rien, la mécanique s'inverse et elle finit folle et elle finit par tuer son assistant, l'assistant qui l'aidait à duper les gens qui venaient la voir, en le prenant pour le fantôme de cet enfant. Donc là, une œuvre, pour le coup dramatique, qui en plus a la bonne idée de marcher, peut-être parce que justement, elle est revenue sur un théâtre, une scène beaucoup plus modeste. On oublie le Met de New York, elle revient à Broadway. Euh, et, euh, et là, Menotti se dit qu'il y a peut-être quand même pour lui une possibilité de se faire entendre et apprécier comme compositeur d'une œuvre grave et même ultra dramatique. Ce qui l'encourage tout de même à poursuivre sur cette voie-là, d'autant que cette œuvre montée à Broadway, tout de même précédée du téléphone, parce que un opéra dramatique c'est bien, mais si on peut peut-être quand même placer avant un lever de rideau plus rigolo, c'est pas mal. Donc bizarrement, cette double affiche, comme on en faisait beaucoup à Broadway à l'époque, téléphone plus médium, marche très bien. Et les personnes qui vont commander, les producteurs de Broadway qui vont commander le médium, lui commandent donc une nouvelle œuvre dramatique. Et cette fois-ci, il a les moyens d'avoir, s'il veut, un grand orchestre. Il a les moyens d'avoir une œuvre qui va dépasser l'heure ou l'heure et demie de durée. Et cette offre-là lui est faite au moment où il a une autre offre tout aussi intéressante qui vient d'Hollywood. Il faut savoir que dans la conquête de respectabilité musicale qui était celle des compositeurs américains au XXe siècle, le cinéma a été, on va dire, un des fers de lance de cette conquête-là. C'est-à-dire que ces musiciens américains qui avaient peut-être du mal à se faire jouer en Europe, par exemple, en composant des musiques pour les films américains qui, eux, étaient largement diffusés outre-Atlantique, se faisaient connaître et gagnaient comme ça leur galon et leur respectabilité pour après se faire connaître comme musicien d'œuvres classiques. Et là, Menotti reçoit une offre de Louis Mayer, de la MGM, qui apprécie beaucoup ses compositions et qui, pour le coup, ne le contacte pas comme compositeur. Au départ, Menotti lui a répondu « Je ne suis pas intéressé par l'écriture de la musique pour des films, ça ne me correspond pas. » Et Mayer lui dit « Mais pas du tout, moi, votre musique, je l'aime beaucoup, mais j'aime encore mieux vos histoires. »
Donc en fait, je voudrais vous recruter comme scénariste. Et Menotti se dit, bon, bah, ok, allons-y, pourquoi pas. Au moins, c'est un domaine dans lequel Samuel Barber n'est pas actif, donc au moins j'aurai de l'avance sur lui. Donc il accepte à titre d'essai, mais comme c'est un type qui a la tête sur les épaules, il négocie un contrat que n'importe quel scénariste serait vu refuser, mais lui, on l'accepte, et ce contrat stipule que les scénarios qu'on lui refuserait, il en garde l'entière propriété intellectuelle. Et ça tombe bien parce que tout ce qu'il va écrire pour la MGM va lui être refusé. Non pas parce que ce sont des scénarios qui sont mal écrits ou inintéressants, mais parce que, conformément à sa veine du moment, ce sont des films trop dramatiques, trop tristes, trop déprimants. On est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et la MGM veut offrir du rêve et de l'imaginaire joyeux à son public. La première histoire qu'il écrit, il en a l'idée en lisant un article du New York Times, car on peut être à Hollywood et quand même lire le New York Times. Et cette histoire est assez intrigante. C'est l'histoire de réfugiés autrichiens qui ont fui l'Autriche pendant la Seconde Guerre mondiale pour se réfugier en Hongrie. Et à la fin de la guerre, ils veulent retourner chez eux. Ils traversent un pont qui sépare la Hongrie de l'Autriche et manque de chance, ils n'ont pas leur passeport. Et en arrivant devant les gardes frontières autrichiens, on leur dit « mais non, désolé, on ne vous accepte pas ». Donc ils retournent en Hongrie. On leur dit non, pas question que vous reveniez sans passeport, impossible. Et pendant une semaine, ces 25 réfugiés vont vivre sur le pont qui sépare ces deux pays, dans un état un peu dans les limbes administratives de cette époque-là. Donc cette histoire l'intéresse beaucoup et il y voit une matière parfaite pour un film à suspense, parce qu'il y a effectivement du suspense dans l'histoire de ces 25 personnes suspendues au bon vouloir de l'administration. Donc il écrit The Bridge, et The Bridge n'est pas produit parce que beaucoup trop déprimant. Donc il est un peu vexé, en même temps il se dit c'est pas grave, l'histoire m'intéresse et j'ai encore le droit de la garder, donc c'est bon, c'est tout bénef pour moi. Il travaille sur un autre sujet, tout aussi dramatique, mais qu'il intitule, pour faire passer la pilule, A Happy Ending, c'est-à-dire une histoire qui finit bien. Bon, l'histoire qui finit bien, c'est la sienne, puisqu'on lui dit non, c'est pas possible, vraiment, on va pas pouvoir continuer. Ça lui va, il quitte Hollywood, il a le sujet de The Bridge en tête, et ce sujet, en fait, il y a une espèce de coalition, enfin de mélange, de fusion entre plusieurs idées comme ça qui lui viennent. Une en lisant à nouveau le New York Times et en tombant sur un article, alors je vais vous en lire un extrait, le 12 février 47, une histoire assez terrible. Résumé ainsi. Sofia Feldi, polonaise de 38 ans venue aux États-Unis avec sa fille pour rejoindre son mari, s'est pendue au centre d'accueil des immigrants d'Ellis Island, donc au large de New York, après s'être vue refuser l'entrée aux États-Unis, car son mari prétendait qu'ils avaient divorcé. Donc cette histoire absolument terrible qui passe comme ça, comme un fait divers dans les colonnes du New York Times, marque profondément Menotti, qui entre en plus en résonance avec cette histoire de pont qui lui tient tellement à cœur. Et puis, par une coïncidence assez étonnante, une troisième histoire va précipiter le moment où il dit c'est bon, j'écris mon livret, pardon. Et cette histoire, c'est pas un article du New York Times, c'est une histoire qu'il vit lui-même. Il en parle dans ses mémoires. Je vais vous le lire le moins mal possible. Excusez-moi par avance. En 1947, dans l'avion qui m'amenait d'une rive à l'autre de l'Atlantique, le hasard m'avait donné pour voisine une petite paysanne italienne, née quelque part dans les Abruzzes et qui s'en allait rejoindre sa fille à New York après 30 années de séparation. Elle devait avoir 70 ans ou à peu près, et c'était son premier voyage. Elle n'avait même jamais vu un tramway. Comment pourrais-je oublier son angoisse ? Tout le temps que dura la traversée, elle étreignait un pauvre baluchon, son seul bagage, ne le lâchant que pour s'agripper à ma manche. Elle était minuscule, comme un enfant qui se serait ratatiné, et sa peau ridée qu'elle tenait de ses ancêtres paysans avait la couleur de la terre. Lorsque nous atterrîmes à New York, elle tremblait de frayeur car sa fille n'était pas là pour la recevoir. Merci. Pour comble de malheur, ses papiers n'étaient pas tout à fait en règle, et personne ne pouvait comprendre les naïves explications qu'elle murmurait dans son dialecte étrange. Je fis tout ce que je pus pour lui venir en aide, mais je dus finalement l'abandonner aux autorités. En quittant le service d'immigration, je la vis debout, derrière les grilles de chrome, dans le hurlement des haut-parleurs, agrippant toujours son baluchon, si loin de ses Abruzzes natales, désarmée et perdue. Donc cette rencontre, c'est vraiment le déclic pour Menotti, puisque quand il l'additionne aux deux articles qu'il a lus du New York Times, il a la thématique, le cadre historique et l'héroïne
de son nouvel opéra qui va s'appeler Le Consul. Alors, ma difficulté maintenant, ça va être pour moi de vous parler de cette œuvre-là sans déflorer le suspense qui se noue d'une façon assez extraordinaire au fil des scènes, et sans surtout déflorer la fin, car la fin est indéflorable. Donc ça va être une gymnastique sympathique. Bon, Le Consul, c'est l'histoire de Magda Sorel, femme de John Sorel, lequel John Sorel est un opposant politique au régime du pays dans lequel ils vivent, qui est un pays qui n'est jamais indiqué spécifiquement. C'est un pays d'Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et quand l'opéra débute, d'une façon assez naïve, en fait, au tout début de l'opéra, le rideau s'ouvre sur un appartement désert avec une chanson qui passe sur un tourne-disque, une chanson en français, aux paroles assez énigmatiques et potentiellement menaçantes. Et tout à coup, la porte de l'appartement s'ouvre et John Sorel fait irruption, blessé, en sang, se traînant dans la pièce. Et aussitôt, sa femme lui vient en aide, et avec elle, sa mère. Et John Sorel, en fait, est en train d'être poursuivi par la police politique de ce pays, qui a surpris une réunion de résistants, et il doit se cacher à tout prix. Bon, eh bien, dès le début, en fait, on a ce qui fait la force de cette œuvre, c'est-à-dire un mélange, plutôt un équilibre parfait entre une dimension opératique, annoncée par la chanson, et un spectacle qui est avant tout un spectacle théâtral. J'ai parlé de l'importance qu'avait le théâtre pour Menotti dès son enfance. Cette œuvre-là va en fait célébrer les noces entre ces deux passions, le chant et puis l'action théâtrale. Il faut savoir par exemple que cette scène d'ouverture en apparence assez anodine, dans l'histoire de l'opéra, elle est finalement très peu fréquente. Déjà parce que l'œuvre ne commence pas par une ouverture orchestrale, comme c'est la tradition, et spécialement la tradition dans l'opéra italien, et aussi parce que il n'y a pas d'exposition, il n'y a pas de présentation des personnages progressive. On est immédiatement dans l'action, et dans une action extrêmement violente, extrêmement dramatique. On pourrait comparer ça, si vous voulez, avec le début de Don Giovanni, qui ne s'embarrasse pas de préambule. Il y a une ouverture tout de même, et c'est un peu le cas unique, mais l'action commence immédiatement avec duel, mort du commandeur, viol de sa fille. Et cette ouverture-là, enfin cette œuvre, ce début, cette scène initiale, vient même directement en fait d'un souvenir théâtral de Menotti, qui, lorsqu'il était étudiant à Vienne, avait assisté à une pièce d'un dramaturge russe, Leonid Andreev. La pièce s'appelait Katerina Ivanovna, et l'héroïne était interprétée par une comédienne qui était une grande star du muet de l'époque, dont Menotti serait peut-être tombé amoureux. Et l'œuvre commence par l'irruption du mari de Katerina Ivanovna qui vient d'être blessé lors d'une rencontre avec la police. Bon, c'est une vraie racine théâtrale dans l'œuvre. Alors je sais pas comment Bérénice aura conçu et vu cette scène. L'action de l'opéra se alterne dans deux lieux différents qui sont l'appartement des Sorel et le consulat. Et donc nous, on a dû penser un espace qui permette d'accueillir les deux lieux. On a réfléchi, on voulait pas un décor unique, on voulait vraiment que les deux lieux soient différents. L'appartement, c'est un espace assez dénudé, sobre, fermé par un tulle. C'est une sorte de rideau un peu opaque, mais qui peut devenir transparent si besoin, et qui accueillera des projections, des lumières, des images. Et l'appartement est figuré simplement par un traçage de lumière sur le sol et des meubles très concrets, l'intérieur de ce couple qui vivent avec la belle-mère et tous les objets. Donc on a cet appartement qui est évoqué de manière assez concrète. Mmh, d'accord. Alors justement, en fait, dans les indications scéniques de Menotti, on est frappé par l'extrême présence du réel. On a souvent rapproché Menotti, dans son esthétique opératique, de Puccini. Et Puccini a été, on va dire, un des héritiers du vérisme, c'est-à-dire cette tendance cette esthétique de l'opéra italien qui s'intéresse aux petites gens,
qui les montre dans des décors extrêmement réalistes. Quand on pense à la Bohème, par exemple, la Bohème, c'est une œuvre vériste, parce qu'il n'y a pas on s'intéresse pas, je ne sais pas moi, au débat des dieux, comme c'était le cas à l'époque du baroque, par exemple. Donc, Menotti, lui, est complètement dans cette esthétique-là, c'est-à-dire que on ne va pas échapper à tout ce que la vie quotidienne de ce couple a de sordide et de misérable. Et en même temps, ce qui est très très beau, c'est que ce sordide et ce misérable et ce drame est constamment mis en contrepoint avec une musique qui alterne des passages d'un grand lyrisme, d'une grande suavité mélodique, avec d'autres passages qui sont eux beaucoup plus punchy, enfin beaucoup plus resserrés. Et là où pour moi Menotti est un génie, c'est que contrairement à Puccini qui baigne son chant, le chant de ses personnages, d'une musique continue, Menotti réussit à aménager, alors c'est pas vraiment des récitatifs comme au temps de Mozart, mais on va dire des pauses dans l'accompagnement de l'orchestre qui laissent parfaitement s'exprimer les chanteurs et par conséquent qui permet aux spectateurs de bien comprendre ce que les chanteurs se disent. Donc on a quasiment des dialogues théâtraux qui alternent avec des parties chantées, avec des ensembles aussi, c'est-à-dire que c'est un opéra où on trouve un trio, un très beau trio d'ailleurs à la fin de l'acte 1, un quintet, toutes sortes d'ensembles et de numéros auxquels les lyricomanes sont habitués. Et puis tout à coup, des parties dialoguées, un orchestre qui fait une pause soudaine, qui est évidemment assez stupéfiante et assez angoissante, qui crée du suspense. C'est aussi, il y a une écriture vocale qui ne renonce pas à des artifices véristes comme par exemple le cri. C'est un opéra où on crie beaucoup. Alors on ne crie pas en chantant, mais on crie. C'est vrai, c'est impressionnant. Et on crie son nom spécialement. Le nom de Magda Sorel va revenir pendant presque 2 heures comme un leitmotiv. Et pour une bonne raison, c'est que dans les affrontements entre Magda Sorel et la secrétaire du consul, car finalement c'est la clé de l'histoire. Magda Sorel va faire sans arrêt des allers-retours entre chez elle et le consulat parce qu'elle a besoin d'un visa pour rejoindre son mari qui s'est enfui et qui l'attend pour passer la frontière et être en sécurité dans un pays où il n'est pas poursuivi par la police. Dans ces affrontements avec la secrétaire du consul qui lui empêche l'accès au bureau du consul, elle doit constamment répondre à des questions sur son identité. Ce qui au départ paraît anecdotique et fera même, j'imagine, sourire toutes les personnes parmi vous qui ont eu affaire à un guichet avec une personne derrière qui dit « Remplissez le formulaire, non, le B53 n'est pas terminé, signez en bas ». Bon, au départ, c'est assez comique, on va dire. D'ailleurs, Menotti n'hésite pas à exploiter le potentiel comique de cette situation, hein, où on se heurte à une personne qui n'est même pas humaine, quoi, qui est juste un rouage dans la mécanique administrative. Et progressivement, ce rouage prend des proportions écrasantes, et là, on rit plus du tout. Et quand Magda Sorel, dans le grand air, et j'allais dire presque l'unique air, au sens d'aria, de l'œuvre, répète d'une façon obsessionnelle « Qui je suis, Magda Sorel ? Qui je suis, Magda Sorel ?» et finit par dire « Qui je suis, une femme ?» C'est quelque chose d'extrêmement poignant et d'extrêmement troublant, je trouve, parce que on comprend qu'on n'est plus dans une histoire d'une personne, mais que c'est une histoire qui parle vraiment d'humanité. Parmi les questions que lance régulièrement Magda Sorel à la secrétaire et aux policiers aussi qui viennent régulièrement l'interroger, il y a mais qui êtes-vous? Avez-vous un cœur? Êtes-vous seulement humain? Et puis à force d'attendre comme ça, de voir le consul, de ne pas le voir, elle demande même mais est-ce que le consul existe? Est-ce que le consul est vraiment un être que je vais voir un jour? Est-ce que vous-même vous lui avez parlé? Il y a un vrai questionnement sur finalement qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que cette femme-là et qu'est-ce que les personnes qui sont au consulat et qui ont toutes des histoires dramatiques dont la secrétaire se contrefiche finalement. Ces personnes-là, en fait, sont toutes à se dire qu'est-ce qu'on attend vraiment. Et moi, enfin, je pense que j'imagine que tu y as pensé aussi, mais quand on voit cette œuvre-là, on est forcément tenté de faire des parallèles avec le théâtre de l'absurde, que ce soit Ionesco, que ce soit le Beckett de En attendant Godot. Et puis il y a aussi quasiment cette œuvre dans l'œuvre, dans le procès de Kafka, qui est une parabole qui s'appelle la parabole de la loi. Une histoire assez incroyable que raconte un prêtre au pauvre Joseph qui fait l'objet d'un procès dont il ignore tout, il ne sait pas pourquoi il est en procès. Le prêtre lui raconte l'histoire d'un paysan qui a besoin de faire appel à un homme de loi.
Et donc il se rend devant les portes, on imagine, d'un tribunal. Il y a un garde devant cette porte. Et le garde lui dit, la porte est ouverte, hein. Le garde lui dit, que voulez-vous? Ben, je veux voir la loi. Et le garde lui dit, mais écoutez, la loi, elle est derrière la porte, mais c'est pas encore le temps d'y aller. Donc attendez ici, je vous ferai signe quand vous pourrez franchir la porte, quoi. Et puis en fait, l'attente dure, dure, dure. Le paysan ne comprend pas, il se penche par la porte ouverte pour voir ce qu'il y a derrière. Le garde l'en empêche. Et puis ça dure des années. Et en fait, le paysan passe sa vie à attendre, à essayer de soudoyer le gardien pour qu'il laisse passer. Le gardien lui dit, mais j'accepte vos pots de vin, mais c'est uniquement pour que vous n'ayez pas l'impression d'échouer. Mais en attendant, c'est pas encore le temps d'aller voir de l'autre côté, quoi. Et en fait, le paysan meurt. Et au moment de mourir, il dit, mais est-ce que la loi n'est pas pour tout le monde? Je suis surpris parce que j'ai attendu ma vie ici, devant cette porte, et je n'ai vu personne. Comment ça se fait? Quelqu'un lui dit, mais en fait, cette porte, elle était uniquement pour vous. Il n'appartenait qu'à vous de la franchir. Et maintenant, je vais la fermer. Donc, c'est une fin complètement incroyable. Et ben, moi, je pense énormément à cette parabole parce que toutes les personnes qui attendent dans la salle du consulat sont ce paysan et toutes se demandent ce qu'il y a derrière cette porte. Et pendant 2 heures, on ne le sait pas, ou presque pas. Alors, je sais pas, est-ce que tu veux évoquer ça ou Non, effectivement, en t'écoutant parler, et c'est vrai qu'il y a des passages dans l'opéra qui sont très, très poignants, des répliques qui te laissent, juste une réplique, tu laisses, tu restes froissé quand on lit la secrétaire qui répond à un moment donné, mais vous savez, il y a une millier de cas comme les vôtres, et Marc a dit, mais c'est parce qu'on est un millier qu'on doit tous mourir. Il y a 2 petites phrases qui dans toute simplicité, justement, Pierre évoquait comme l'orchestre, des fois, s'arrête pratiquement pour laisser la place à la parole. Et ils sont bien plus forts que toute une orchestre en train d'accompagner un grand trio. Mais je suis d'accord aussi avec Pierre par cette génie des Menotti qui arrive à nous sortir complètement de cette histoire qui est vraiment dramatique par des moments complètement d'énergie. Jamais mieux employer les mots, puisqu'il a un magicien qui voudrait obtenir aussi un visa. Et je ne sais pas si tu avais compté évoquer la station, mais en tout cas, Menotti arrive toujours à alterner des passages très dramatiques avec des passages bien plus légers. Finalement, peut-être pour retomber avec encore plus de force dans les drames qui vit Magda. Donc, il y a constamment cette alternance. Je veux dire, les drames deviennent de plus en plus compliqués, mais Menotti arrive à nous faire oublier par moment pour retomber plus tard. Même les premiers cas, la première personne qu'on entend dans les consulats qui voudrait obtenir ses papiers, c'est Mr. Kaufner. Pour moi, un côté un peu comique, un pauvre monsieur là qui pour une fois il croit avoir tous ses papiers et la secrétaire qui demande une question après l'autre et lui il a toutes les bonnes réponses, oui ça gênait, oui ça aussi, ça aussi, ça aussi, et finalement les photos qu'il fallait c'est pas les bons formats. Donc et d'ailleurs c'est que moi je suis toujours fasciné par le travail qu'ils font les écoles et les enfants, mais cette année vraiment ils sont faits des marionnettes, des gros puppets qui représentent chaque personnage à le consulat, et celle qui représente Kaufner, elle est magnifique parce qu'à côté, il porte ces 3 photos qui sont effectivement pas très bien cadrées, donc ça fait beaucoup rigoler comment les enfants, ils soignent chaque détail. Et après, ce qui me frappe aussi, c'est que parmi tous ces personnages qui se confrontent à la secrétaire, qui les voient comme des dossiers, donc il y a une qui va obtenir ses papiers et je trouve que ça tout de suite la rend moi je n'accroche pas à ces personnages qui pendant les restes de l'opéra attendaient aussi, mais le moment où ça arrive et là ses papiers et là il y a quelque chose qui rend ces personnages moins pour moi, je veux dire on accroche au pauvre Kaufner, à la pauvre Anna Gomez, qui on comprend dans 3 phrases qu'elle chante, on comprend qu'elle a une vie épouvantable. Et Vera, l'effet qu'elle obtient son papier, ça rend plus dur encore de voir à Marthe à côté, qu'on sait que. Donc, effectivement, c'est assez génial comment Menotti arrive à créer des mini-microcosmes
qui font la force de cet ouvrage. Alors pour revenir un tout petit peu sur ce personnage donc, qui a des photos qui ne sont pas au bon format, il y a effectivement une dimension évidemment burlesque et bon, c'est au début de l'opéra, on n'est pas encore complètement pris par cette sensation d'étouffement progressif, mais on rit de cette histoire de photos et puis juste après, c'est le personnage de l'étrangère qui vient, qui est appelé au guichet. Et elle parle italien. Donc, ce personnage-là, c'est celui qui a été inspiré à Menotti par sa passagère d'avion en 47. Et donc, elle parle uniquement italien. Et donc, le brave homme avec ses photos, lui, parle italien aussi. Et du coup, il vient immédiatement la voir et il se fait l'interprète. Et moi, je connais un petit peu l'opéra et j'ai pas d'exemple en tête d'air comme ça où on a un doublage simultané. Et ce passage constant de l'italien à l'anglais, on se dit, là, il y a deux langues. Elle va au moins comprendre, il y a deux langues. Et la secrétaire ne comprend pas. Et du coup, on passe en quelques secondes d'un élément plutôt burlesque et farcesque à un élément qui fait basculer l'histoire dans quelque chose d'extrêmement tragique. Voilà. Et également, pour revenir, parce qu'il y avait une histoire assez drôle sur cette ère de Magda, dont pourra peut-être nous parler Magda elle-même. Donc c'est l'unique grand air de la partition qui est découpé d'une façon assez incroyable parce que c'est presque une scène d'opéra à lui seul avec une introduction chantée, une interruption par une partie déclamée théâtralement. Après il y a un petit duo avec d'autres personnes du consul, puis on revient à un air qui là est devenu plus dramatique encore. Et cet air-là, la personne qui jouait, la chanteuse qui incarnait la mère lors de la création, qui avait été la chanteuse principale du Médium un an auparavant, voulait absolument le chanter. Il n'y a absolument aucune raison pour que la mère, qui n'est pas au consulat, se mette à chanter cet air, mais elle a intrigué pendant des mois en expliquant à Menotti avec des arguments de plus en plus de mauvaise foi et absolument impossible à accepter, que non, c'était pas du tout un air pour cette jeune chanteuse qui débute en plus, qui s'appelle Patricia Newey, et qui en l'espace d'une soirée de création a complètement happé le rôle et en a fait son rôle. Enfin, elle a très peu chanté par la suite, mais pour n'importe quel amateur d'opéra, Newey, c'est Magda Sorel. Donc sa rivale, qui s'appelle Mary Powers, a passé des mois à essayer de convaincre Menotti avec vraiment. Et puis ça a échoué. Donc voilà. Donc l'air extraordinaire, il est pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cet air? En fait, pour moi, en tant que chanteuse, c'est assez rare, je dirais, d'avoir l'opportunité de jouer un personnage de ce genre, parce que souvent dans l'opéra, bon, on est sur scène, on fait des mises en scène, bien sûr, mais comme on a évoqué, c'est vraiment une pièce de théâtre et un opéra ensemble. Et cette scène en particulier, je dirais, c'est vraiment le monologue qu'on a dans les pièces de théâtre, où ce personnage de Magda Sorel a le moment. Ceci dit, pendant tout l'opéra, elle a des moments d'excitation, d'émotions plutôt négatives, je dirais, pas positives, mais qui vont à l'énervement, à la folie et aux pleurs. Et là, dans un air, on a un peu de tout. Et non seulement est-ce qu'on a tout ça en émotion, mais en musique. Ce qui veut dire que ce que Menotti a fait d'une façon, pour moi, assez magique, c'est qu'il a utilisé plein de styles différents. Alors, il a fait beaucoup de phrases legato, qui veut dire des phrases très longues et larges, qui fait qu'on peut vraiment chanter. Et après, des choses assez coupées. Et il y a des moments avec une orchestration assez énorme. Et après, des moments où c'est complètement sans orchestre. Alors, on est vraiment en train de jouer les paroles, hein, et on est vraiment en train de jouer avec l'émotion. Et la musique et les paroles ensemble font ça. Et c'est, pour moi, côté théâtral, c'est une œuvre qui donne cette possibilité qui est assez rare, en fait. Non, je dirais pas rare, mais à cet extrême ou avec cette puissance, c'est assez rare. Et ça, pour le coup, l'air qui dure 8 minutes, 1 minute et demie, un truc comme ça, on a vraiment le temps de vraiment élargir et faire exploser ce moment. Et vocalement, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est ça. Et puis il y a aussi alors, ce grand air-là,
qui succède à un deuxième air, mais très mineur, qui est une berceuse chantée au début de l'acte 2 par la mère, qui chante une berceuse au fils des Sorel. Et c'est là qu'on se dit qu'on est vraiment en plein vérisme, parce que même cette berceuse, pas tant les paroles que la musique nous montre qu'elle est assez désespérée. Le rythme est extrêmement lancinant. Je pense que l'enfant qui écoute ça, il fait des cauchemars toute la nuit. Enfin, je pense, hein, s'il est un peu sensible. Et donc c'est aussi pour moi le talent de Menotti, c'est que dans une partition orchestrale qui est assez élusive et assez étonnante et assez déroutante peut-être pour un spectateur, il a comme ça des points d'accroche. Il y a cette chanson enregistrée au tout début de l'opéra qui va revenir par la suite, qui d'ailleurs devait même devenir un hit. Enfin, elle aurait dû devenir un hit. La personne qui la chantait à l'origine avait demandé à Menotti de terminer la chanson. Il en avait fait juste un couplet, un refrain, parce qu'il y avait un potentiel pour faire un bon hit à la radio. Bon, ça n'a pas été le cas. Mais il y a cette chanson-là, il y a cette berceuse, qui sont comme des espèces d'îlots mélodiques dans une partition qui mêle vérisme et expressionnisme, avec par moments une mélodie qui disparaît, qui est remplacée par des ponctuations extrêmement saisissantes. Donc, voilà, c'est pas une œuvre à rater. Voilà, il faut que vous soyez là, absolument. Et surtout, alors oui, surtout, je sais que c'est pas une habitude chez le public français. Ça se fait systématiquement en Italie. Quand un air vous plaît, applaudissez. Parce que normalement, hein, vous devriez être debout en train de faire une ovation à Valérie. Donc, et en dehors donc de ces passages vraiment de grandes mélodies, on assiste à une espèce presque de dissection de l'orchestre qui se désagrège. Et moi, j'aime énormément le final, la scène finale, où il y a une espèce de compte à rebours comme ça, de pulsation qui se répartit depuis son pupitre et qui est tout à fait angoissante. Alors, je ne vous dis pas comment ça se termine, très très bien, comme vous l'imaginez. Mais cette pulsation-là agit comme une sorte de glas. Et l'orchestre, eh ben, on tend l'oreille parce que c'est infime. Après, ça va prendre de la puissance. Mais rien que pour les, je sais pas, 10 minutes que dure la scène finale, il faut venir, public. Tu veux peut-être rajouter quelque chose ? En fait, je voulais compléter par rapport à ce contexte très concret, la vie de ces gens. Tu parlais de, je sais pas quel mot t'as employé, sordide. Et ce qui est intéressant dans cette partition, c'est que Iñaki en a parlé, les moments plus légers qui se succèdent, mais surtout, c'est des moments très oniriques. Il y a des vrais moments où on sort de la réalité complètement, parce qu'on est dans le rêve de Magda, ou alors on est dans cette scène de magie complètement farfelue dans le consulat, qui sort évidemment de tout cadre réel ou plausible. Et il y a plusieurs moments comme ça qui sont de la pure fantaisie, même si c'est pas forcément toujours drôle comme fantaisie, mais ça reste très, très échevelé et ça permet que cette œuvre dégage une vraie lumière. Cette scène dans le consulat, c'est lorsque le magicien en fait hypnotise les personnes qui attendent et les fait valser devant la secrétaire qui est complètement paniquée. Et oui, et du coup, alors pour moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le Consul, c'est que avec ce sujet fort, avec cette histoire poignante, on a une vraie réflexion qui est amenée au public, un vrai questionnement, une vraie prise de conscience aussi sur ce que c'est que la liberté individuelle, sur l'importance de préserver la vie de chacun et non pas de broyer l'individu au nom du groupe et de l'organisation de la société. Et c'est, je crois, très rare un opéra qui est à ce point-là du théâtre, qui questionne vraiment le public, non pas seulement en offrant une musique très belle, des chants très, très prenants, mais en plus avec un sujet qui fait qu'on ressort avec plein de choses à réfléchir finalement. Et c'est là sans doute que Menotti a finalement retenu la leçon de son échec au Met avec le dieu de Lille. À savoir, il en parle lui-même. Il dit que pour le dieu de Lille, son erreur, ça a été de concevoir des personnages qui étaient d'abord, avant tout, et même strictement, des symboles.
Or, les symboles, ça marche pas trop bien sur une scène d'opéra. Faut quand même insuffler un peu de chair, un peu de sang à ces symboles. Et donc, si finalement le Consul est un opéra avec un questionnement philosophique, ce sont quand même des êtres de chair et de sang qu'on voit vivre sous nos yeux et qu'on va vivre dès le début. Dès le début. Il n'y a pas de moment où on les sent fluctuants ou flasques. Voilà. Les personnages sont là, sont incarnés, nous prennent aux tripes et on a envie de savoir ce qui va leur arriver. On pressent que ça va pas être très très joyeux, mais on les accompagne. Et dans les quelques moments de détente, effectivement, comme dans cette scène avec le magicien, le spectateur peut pas s'empêcher d'être finalement presque soulagé. Voilà. C'est une pause souriante. Et il y a même un côté un peu sadique parce que la secrétaire, qu'a priori on ne prend pas trop dans notre cœur, on ne tient pas trop dans notre cœur, pardon, elle est terrifiée par ce que fait le magicien et quelque part on est assez content qu'elle le soit. Voilà. Et ce qui montre aussi que Menotti n'est pas un compositeur manichéen, c'est que cette secrétaire, pendant 2 actes, on la déteste, et puis, comme par magie, après le grand air de Magda Sorel, elle s'humanise. Elle s'humanise pour que ce soit, enfin, finalement c'est une accalmie parce qu'elle s'humanise en expliquant que elle peut peut-être s'arranger pour que Magda voit le Consul. Et puis finalement ça ne se passe pas très très bien. Mais il y a quand même une étincelle d'humanité et dans le dernier acte, elle tombe le masque et elle montre finalement à quel point elle-même est harassée de devoir être confrontée chaque jour à ces visages. Elle parle de ça, à ces visages qui finissent par se confondre, s'annuler les uns les autres, et elle-même voudrait être plus humaine avec eux. Donc c'est un opéra de rédemption aussi quelque part. Il nous interroge, il nous amène à nous demander ce que c'est qu'être humain, et ce que c'est qu'être humain dans un monde qui parfois oublie l'humanité. Mais c'est aussi quelque chose qui nous fait croire, espérer qu'il y a du bon en chacun de nous, ce qui est le cas, je pense. Voilà, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Peut-être, il y avait une dernière chose sur la musique, je ne sais pas si ça t'a frappé aussi, Iñaki, mais l'idée de ritournelle. J'avais pas réfléchi, mais c'est vrai qu'il y a déjà un intervalle qui est très pressant, c'est l'intervalle chromatique, donc une deuxième mineure. Donc c'est en fait l'intervalle plus petit qu'on peut faire, c'est entre do et do dièse. Normalement, on favorise des intervalles des quintes, des quartes, et là il y a cette présence des chromatismes, c'est comme si on voulait aller dans une autre note, mais on ne peut pas échapper. Donc il y a quelque chose de très voilà, quelque chose qui évolue avec cet intervalle. Mais après, effectivement, il y a une autre chose, c'est qu'il y a une espèce de presque, on pourrait dire, leitmotiv, c'est-à-dire qu'un thème musical est associé à un personnage. Donc, la première fois que la police arrive sur scène, on entend une musique, et après, plus tard dans l'opéra, dès qu'on évoque cette musique, on sait que la police arrive. Et c'est vraiment très très bien utilisé parce que une musique qui va être utilisée par la mère au premier acte pour demander pitié vraiment plus tard quand la mère n'est plus là, la même musique est utilisée par la secrétaire et c'est au moment où justement elle a compris que ça va trop loin, que John s'est fait arrêter. Donc une musique qui est attachée à un moment dramatique très fort, donc qui nous prend sans doute, et utilisé plus tard, donc même si on ne le sait pas consciemment, nous amène à revivre cette émotion. Donc voilà, il y a ces deux choses, donc une technique de composition en utilisant souvent un intervalle récurrent, une petite dissonance qui fait un peu mal, et après c'est cette idée d'un motif mélodique associé à un personnage, de façon que Magda elle est au consulat, mais même avant qu'on la voie, la musique nous fait comprendre que maintenant c'est à son tour, parce qu'il y a un thème pam 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 qui évoque, voilà, donc il y a des motifs mélodiques et rythmiques associés à chaque personnage. Donc après ça nous permet pendant aussi les interludes où rien ne se passe dans la scène, la musique nous parle d'un personnage parce qu'on réentend une musique qui a été associée à un moment dramatique de la partition. Donc ça c'est extrêmement bien construit de ce point de vue. Ça donne peut-être aussi un peu l'impression de ce que Britten appelait le tour d'écrou en pensant à Henry James, c'est-à-dire que la musique finalement elle est assez cyclique.
on retombe toujours en tant que spectateur sur nos pattes auditives. Bon, ça ne veut rien dire, excusez-moi. Je veux dire qu'on s'y retrouve toujours. Il n'y a pas de moment où on ne comprend pas ce qui se passe à l'orchestre. L'orchestre, finalement, vient toujours en soutien de ce qui se passe sur scène, complète les manques, évidemment se tait aussi pour laisser les personnages s'exprimer. Mais il y a, à travers la musique, finalement, une espèce de reprise de la thématique de l'absurdité cyclique. Voilà. Quand je parlais des ritournelles, c'était outre les leitmotivs, aussi le fait qu'on trouve beaucoup de rythmes de danse dans cet opéra. Et ce sont jamais des danses légères, c'est toujours des danses où on sent que c'est un peu genre la farandole de l'absurdité, la farandole de l'attente. Et ça a quelque chose d'extrêmement, au départ, séduisant, parce qu'on reconnaît ces rythmes-là comme étant, par exemple, un rythme de valse. Puis on se rend compte que la valse, finalement, elle tourne un petit peu à vide et qu'on ne va pas s'en sortir de cette boucle-là. Donc voilà, là encore, c'est une des trouvailles musicales de Menotti qui viennent complètement à l'appui de la thématique et de l'ambiance générale de l'œuvre. Voilà, c'est une œuvre où il n'y a pas finalement, enfin c'est extrêmement dégraissé, tout est extrêmement efficace. Oui, c'est à voir quelque chose avec Wagner, au point de vue des thèmes par personnage Alors, c'est les principes. Une fois que Wagner a trouvé ces techniques, c'est vrai que plusieurs compositeurs se sont en servis. Donc, on est très loin de la musique de Wagner, mais finalement, c'est le motif est carrément associé à un personnage spécifique. Et donc, dès qu'on est au consulat, on entend le motif. Et dès que Magda arrive, c'est le même motif. Dès que la police arrive, c'est le même motif. Donc oui, c'est sans doute, je veux dire, sans être dans l'imitation et dans ces musiques qui est finalement un langage qui est assez loin, mais c'est le principe d'associer une musique précise à un personnage et une situation. Est-ce qu'il a été influencé par Berg, par toute l'école de Vienne et tous ces gens-là, non? On n'est pas du tout dans ces musiques atonales et sans doute il était très conscient qu'il écrivait ça pour Broadway, donc je pense qu'on est très loin. Et, mais par contre, il y a beaucoup de passages, les passages les plus durs où tous les accords ils sont toujours très, c'est presque la bitonalité, je veux dire, il n'y a jamais des accords purs, mais c'est deux accords majeurs qui sont donc en créant une espèce de fausse dissonance. Et d'ailleurs, je profite pour dire un grand bravo à notre chef de chant qui fait un travail magnifique, parce que la musique au piano est pas du tout évident à jouer. Puisque même quand on a des vases, des mélodies assez simples, plutôt que des octaves, c'est toujours des neuvièmes, c'est toujours des intervalles. Même quand ils sont mélodiques, c'est des septièmes, c'est des quintes, c'est des trucs un peu salissants. Donc oui, il a une certaine influence, mais je pense qu'il était très conscient d'écrire ça pour un public qui accepterait pas. Il n'y a pas des traces de décaphonisme ni. Et voilà. Sur le plan des récitatifs, alors ça a à voir aussi avec Debussy. Je pense à Péléas, non? Non, il n'y a pas justement, c'est pas cette notion de musique continue, comme dans un Péléas où on reconnaît pas les airs. Ici, c'est très délimité. Si on chante un air, on chante un air. Et si on chante un trio, c'est un vrai trio, un canon, un quintet, c'est un quintet, un duo, c'est un duo. Donc, formellement, c'est beaucoup plus classique, finalement. Et c'est entre les numéros où c'est écrit d'une façon beaucoup plus narrative, théâtrale, avec des ponctuations. Mais c'est pas une espèce non, là, on est très loin justement de Wagner ou Debussy où la musique évolue constamment. Non, les airs sont très à l'italienne et puis les récitatifs, c'est pour permettre que l'action avance. Et d'ailleurs, il y a le piano qui est très présent, comme on faisait dans le classicisme avec Mozart, récitatif au clavecin. Ici, on a une espèce de piano qui fournit des ponctuations, des accords tenus. Deux petits commentaires, pardon, sur à la fois Berg et Debussy. Il n'y a effectivement aucune comparaison entre l'écriture musicale de Berg et celle de Menotti. Mais par contre, dans l'intelligence de la construction dramatique, moi j'ai beaucoup pensé au Wozzeck de Berg et dans la façon dont Wozzeck se termine par, là encore, un orchestre qui tourne comme ça, puis qui petit à petit se désagrège. Je pensais aussi un petit peu au Wozzeck de Berg. Mais c'est surtout le côté capacité à découper une histoire, à agencer les scènes, pour rendre ça extrêmement prenant en permanence. Et alors pour Debussy, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Iñaki, mais il se trouve que Menotti lui-même avait une sorte de passion, alors pas pour Péléas et Mélisande, mais pour un air de Péléas et Mélisande, qui est l'air de la lecture de la lettre. Vous savez, quand, je crois que c'est Harkel, c'est ça, qui lit la lettre
Geneviève, oui, pardon, c'est Geneviève, oui. Il commence par voilà ce que lui écrit son frère Péléas. Bon. Alors, il disait lui-même que en fait, la simplicité, l'économie de moyens de Debussy dans ce récitatif particulièrement le fascinait. Et pour lui, en fait, c'était quand même un modèle sur la façon d'équilibrer la voix et la musique et l'orchestre, et sur la façon de modeler la ligne mélodique de l'orchestre sur la ligne de la voix. En fait, c'est comme si la façon de parler, les intonations dictaient à l'orchestre la mélodie. Voilà. Mais indépendamment, enfin, contrairement pardon, à Debussy, à son Péléas, on n'a absolument jamais, comme vous l'avez compris maintenant, une musique qui baigne en permanence, le chant. Il n'y a pas de flux musical continu. C'est ce qui rend vraiment pour moi cet opéra tout à fait intriguant. C'est ce qui explique aussi son succès. Il faut savoir que c'est un opéra qui a été donné un nombre de fois incalculable en l'espace de 2-3 ans dans toute l'Europe. Donc aux États-Unis, énorme succès. En Europe, énorme succès. Laurence Olivier, qui a assisté à la création, a trouvé ça génial et a insisté pour que l'opéra soit monté à Londres. Et l'opéra a été créé à Paris dans les mois qui ont suivi la création américaine, à l'Opéra Garnier donc, devant un parterre notamment de gens de théâtre qui étaient extrêmement intrigués de voir ce que pouvait être cette espèce de fusion incroyable entre le lyrique et le théâtre. Et ça a été un énorme succès, y compris, et ça je ne sais pas si ce sera le soir où vous le ferez, mais y compris à cause d'un petit problème scénique, bizarrement. À la fin de l'opéra, le rideau devait se baisser, hein, classiquement. Ouais, imagine. Et ça n'a pas été le cas. Donc Menotti raconte qu'il était dans les cintres, enfin, dans les coulisses, pardon, et extrêmement inquiet. Il voit un machiniste, il lui dit il faut baisser ce rideau là. Ah ben non, c'est pas mon boulot. Moi je fais non. Le machiniste qui devait le faire, il est parti au café en face. Alors il était effectivement au café en face. Il avait mal calculé son timing, donc il était en train de boire son petit café. Il a été ramené d'urgence. Il a baissé le rideau enfin après une attente, on suppose interminable pour la comédienne, la chanteuse, pardon. Une fois l'œuvre achevée, ovation dans la salle. Et puis après, Menotti reçoit les compliments des différentes personnes qui étaient là. Et Cocteau et Jean Marais se précipitent dans la loge de Menotti et lui disent mais vraiment, la mise en scène c'est de vous, mais extraordinaire. Et à la fin, ce silence qui n'en finit pas, mais merveilleuse idée. Menotti naît dans une famille extrêmement aisée dans la province de Milan, dans la banlieue de Milan, pardon. Est-ce que c'était une famille musicienne? Totalement musicienne. C'est-à-dire que tous les enfants jouaient et assez étrangement, en fait, Menotti n'était pas tant intéressé que ça par la musique. Il jouait un instrument, jouait du piano, mais lui, c'est le théâtre et ses marionnettes. Voilà. Il avait même mis au point une espèce d'accord avec un professeur à l'école qui lui envoyait des spectateurs et en échange de la présence des spectateurs à ces spectacles de marionnettes, lui leur parlait en bien du professeur. Voilà, donc déjà un sens aigu du commerce. Et bon. Donc, famille musicienne, mais surtout famille qui s'intéressait aux arts du spectacle et au spectacle vivant, qui a vécu dans une grande villa, dans une petite ville qui s'appelle Cadegliano, au bord du lac de Lugano. Et alors, ça c'est peut-être anecdotique, mais il se trouve qu'enfant, quand Menotti allait se baigner dans le lac de Lugano, qui est donc à la jonction entre la Suisse et l'Italie, il devait montrer un passeport. Parce qu'en fonction de la longueur de ses brasses, il pouvait passer dans les eaux suisses. Alors, bon, j'imagine qu'il a peut-être pensé quand il a fait ce fameux consul. Donc, ils ont vécu ensuite à Milan où la famille avait une loge à la Scala. Alors, il y avait des tours de loge pour que ce soit pas toujours les mêmes enfants qui assistent aux opéras. Mais il a quand même été baigné par l'opéra. Il a été au début un peu déçu. Il s'était fait une espèce de monde de l'opéra en se disant mais c'est extraordinaire, c'est exactement ce que je veux, il y a du théâtre et de la musique, c'est très très bien. Bon, première représentation, il a été un petit peu déçu, c'était le Trouvert, je crois. Et puis tout de même, voilà, petit à petit, il commence à se dire que ça peut être agréable d'écrire des petits morceaux pour accompagner son théâtre de marionnettes. L'expérience de la Scala de Milan lui donne envie d'écrire un opéra, donc il écrit un opéra adapté de La Petite Sirène. Il a, je crois, 12 ans à l'époque. Quand même pas mal. Et puis donc ces dons commencent à se faire jour, à tel point que il se fait remarquer par rien moins que Toscanini
et Tullio Serafine, qui sont les deux grands chefs italiens, et notamment deux grands chefs qui dirigent de l'opéra à la Scala de Milan. Et le père de Menotti meurt. C'était un homme d'affaires qui s'occupait d'absolument toutes les affaires de la famille, et sa femme se trouve donc veuve, avec l'obligation de reprendre en main des affaires dont elle ignorait absolument tout. Donc, elle se dit, je vais pas mettre mes enfants en péril, je vais trouver comment les envoyer un peu à gauche à droite pour faire leurs études. Et c'est là que Toscanini dit, mais à ce moment-là, profitez-en, envoyez votre Giancarlo aux États-Unis. Il y a un conservatoire qui vient d'ouvrir à Philadelphie, le Curtis Institute, et je pense qu'il pourrait y faire merveille, d'autant que il y a un excellent professeur de composition italien qui s'appelle Rosario Scalero. Il sera bien accueilli. Allez-y de ma part. Bon, évidemment, une lettre de Toscanini et de Tullio Serafine, ça aide pour se faire accepter. Mais il passe quand même des examens. Il montre ses compositions. Il est accepté. Et les débuts sont assez difficiles. C'est-à-dire que tout le monde reconnaît que c'est un élève doué, mais il parle très très mal l'anglais. Et il se sent un peu esseulé. Scalero propose à ce moment-là à Menotti à Menotti d'être placé sous la protection d'un autre élève, légèrement plus âgé que lui, qui s'appelle Samuel Barber, qui lui est américain, et qui a l'avantage de parler couramment italien et français. Donc pendant 2 ans, Barber et Menotti vont être inséparables, et Barber va apprendre l'anglais à Menotti, et Menotti va apprendre l'opéra à Barber, qui à l'époque est un fou de Bach, de Brahms et de Beethoven, on l'appelle même le 4e B, au conservatoire, et il découvre grâce à Menotti l'opéra, qui va devenir après pour lui, comme je vous l'ai dit au début de ma présentation, un objectif, une ambition première. L'amitié entre les deux garçons va évoluer en amour, ils vont devenir amoureux et inséparables amoureusement. De façon extrêmement étonnante, cette relation sera totalement acceptée par la famille de Barber, qui est une famille extrêmement rigoriste, protestante, et finalement ça passera très très bien. Giancarlo va devenir quasiment le fils adoptif des parents Barber, qu'il appelle John Carlo, et puis ce sera le début pour eux en fait d'une liaison, d'une relation qui va durer 40 ans. Et quand ils étaient ensemble, ils ont écrit leurs plus grandes œuvres. Voilà. On peut dire que après le Consul, Menotti n'a pas retrouvé la même brillance en termes de compositeur d'opéra. Il a fait une dizaine d'opéras et aucun, je pense, n'atteint l'homogénéité en termes de qualité et d'ambition du Consul. Et Barber, de son côté, va écrire des pièces orchestrales, vocales, instrumentales qui comptent parmi ses meilleures, notamment donc Vanessa, qui est composée sur un livret de Menotti. Avant Vanessa, il y aura même eu une courte pièce opératique qui s'appelle Hand of Bridge, qui raconte l'histoire de 2 couples qui se retrouvent tous les vendredis soirs pour jouer au bridge. Et c'est encore un de ces opéras de poche que Menotti affectionne. Donc livret Menotti, musique de Barber. Et ces 4 personnages, pendant qu'ils jouent aux cartes, ont des pensées un peu surprenantes. Et en fait, l'opéra, c'est juste 4 arias qui chacune correspondent au monologue intérieur de ces personnages. Voilà. Et on voit que Menotti s'est amusé comme un petit fou à imaginer un chef d'entreprise qui, tout en jouant au bridge, imagine qu'il est en train de fouetter son concurrent dans une scène SM très très bizarre. Il montre une femme qui, elle, est obsédée par un chapeau en plume de paon qu'elle a vu le matin même dans une vitrine de grand magasin. En même temps, il faut quand même jouer, quoi. Bon, c'est extrêmement, extrêmement drôle. Donc ça, c'est encore une collaboration entre Barber et Menotti. Et puis, ce qui pour moi correspond à l'association la plus émouvante entre les deux hommes, entre leurs 2 talents, c'est ça date de 75, donc bien après le Consul, bien après Vanessa. À cette époque-là, Barber était en pleine dépression, notamment parce que son grand opéra qui s'appelle Antony and Cleopatra, qui avait été composé pour l'inauguration du nouveau Metropolitan Opera de New York, avait été un échec.
Et c'est un opéra qu'il avait écrit sur un livret non pas de Menotti, mais de Franco Zeffirelli. Et Menotti avait été assez vexé que pour cet opéra-là, on ne fasse pas appel à lui. Bon. L'opéra a été un four. S'en est suivi 10 ans de dépression de plus en plus terrible chez Barber. Et un jour, Menotti lui a dit, mais écoute, moi, si tu veux, je peux t'aider à retravailler cet opéra. On sait qu'il a des qualités, on sait qu'il a des faiblesses. On va accentuer les qualités, on va essayer de retoucher les faiblesses. Et dans un acte de pure amitié, parce qu'à l'époque, ils n'étaient même plus ensemble, il y a eu cette collaboration, voilà, qui en a fait un opéra qui, pour moi, est un des grands opéras du XXe siècle, Antonie et Cléopâtre, rarement donné parce que ça reste un opéra où il y a énormément de figurants, énormément de chanteurs, beaucoup de changements de décor, donc extrêmement coûteux, mais même dans cette version réduite, ça reste une œuvre fascinante. Et c'est quasiment autant l'œuvre de Menotti que l'œuvre de Barber. Enfin, l'œuvre de Barber que l'œuvre de Menotti. Donc c'est, voilà, on va dire que c'est un parfait exemple, ce couple Barber-Menotti, d'un couple d'artistes, de créateurs, qui se sont aimés, qui se sont déchirés, mais qui sont toujours restés liés par leur dévouement à la cause, la grande cause musicale. Voilà. Et une des choses, pour finir sur une note purement anecdotique, une des choses qui a été les plus terribles dans la vie de Barber, de son propre aveu, ça n'a pas été le four de son opéra Antonie et Cléopâtre, ça a été le jour où Menotti lui a annoncé sa séparation, enfin son désir de se séparer, qui entraînait pour Barber l'obligation de vendre la villa où lui et Menotti avaient vécu pendant 40 ans, la villa Capricorne, dans la banlieue de New York, qui était une espèce d'Arcadie artistique. Pendant 40 ans, c'est un lieu où les plus grandes œuvres de Menotti et Barber ont été composées. C'est un lieu où se rendaient régulièrement tout ce que New York comptait d'écrivains importants, de chanteurs, de musiciens, de danseurs, d'hommes de théâtre. Une espèce de paradis artistique sur Terre, voilà. Et Barber disait vraiment que cette obligation de se séparer à la fois de Menotti et de cette villa a été pour lui son plus grand déchirement. Voilà ce que je peux dire sur ce duo d'enfants terribles, mais attachants. Mais ensuite, est-ce que c'est Menotti qui a créé le festival de Spolète? Je vois que monsieur est connaisseur. Absolument. En homme de théâtre et en homme d'opéra, Menotti, en fait, rêvait d'un festival qui ne soit pas uniquement dédié à l'opéra, mais qui mélange tous les genres artistiques. Et avec son amant de l'époque, qui était le chef d'orchestre Thomas Shippers, qui a dirigé la création du Consul, ils sont partis en quête d'un lieu qui pourrait accueillir un festival multi-art, quoi. Et ça a été dans la petite ville de Spolète, en Italie, qu'ils ont trouvé ce lieu. Et en l'espace de 5-6 ans, Spolète, qui était un petit village charmant, mais enfin endormi, et totalement absent sur la carte artistique mondiale, est devenu un événement artistique incontournable. Menotti réussissait à faire venir les plus grands noms de la poésie, de la littérature, du théâtre, de la musique. Tout le monde se pressait et se battait pour participer à ce festival, qui existe toujours, qui a connu pas mal de vicissitudes liées à l'héritage de Menotti. Et Menotti, devant le succès de ce festival, a même créé un double américain. Après tout, le festival de monde, c'est vraiment deux mondes, donc c'est Italie et États-Unis, qui se tient en Caroline du Nord, qui fonctionne sur le même principe effectivement de rencontres. Alors maintenant, c'est assez banal, je crois, des festivals où on a à la fois de la musique, du théâtre, de la danse, du ballet, des récitals de poésie ou autres. Mais à l'époque, c'était vraiment une démarche originale et qui, pour moi, est la traduction parfaite de l'esprit constamment curieux et ouvert aux autres arts de Menotti. Dans l'opéra Le Consul, comment est-ce qu'on peut discerner l'influence de Barber par rapport à ce qu'il a écrit? Alors écoutez, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est absente. C'est du Menotti. C'est du pur Menotti. Pour moi, c'est du pur Menotti. Oui, il y a pas de, parce que même la façon dont Menotti, par exemple, a écrit le livret de Vanessa, c'est pas comparable avec sa façon d'écrire son livret pour le Consul. Ouais. La musique de Vanessa est une musique, là pour le coup, qui baigne quasiment non-stop le chant. La musique du Consul est une musique hachée, surprenante, qui prend à contre-pied en permanence. Donc je pense que Barber est
totalement et visiblement absent D'accord. du consul. Mais j'ai lu aussi qu'il a été en amitié avec Bernstein, je crois. A priori, tout le monde aimait Bernstein, à part Samuel finalement. Non, mais c'est-à-dire que on a affaire à une génération de gamins extrêmement doués, de Wonder Boys de la musique. Donc, il y avait à la fois de l'admiration. Bernstein, par exemple, était régulièrement invité aux fêtes organisées par Menotti et Barber à Capricorne, dans leur villa près de New York. Et en même temps, on ne peut pas imaginer caractère plus dissemblable que celui de Bernstein, de Menotti et de Barber. Bernstein, c'était quand même une sorte de matamore, mais non, mais enfin de type qui était constamment en représentation, qui se mettait en avant, qui était un roi de la fausse modestie, toute chose absolument horripilante pour Barber, pour Menotti également. Il y a une histoire, alors ça ne concerne pas directement Menotti, mais Bernstein voit une admiration sans borne à Barber et souffrait extrêmement de ne pas être son ami. Parce qu'il y avait eu des tentatives de rapprochement, mais le courant ne passait pas. Voilà. Il y a une lettre très émouvante de Barber à Bernstein, qui avait assisté dans sa jeunesse à un concert de Bernstein, et qui lui a écrit une lettre en disant « Je suis absolument ébahi et admiratif de vos talents à votre si jeune âge. Peut-être qu'un jour, on pourra être amis. Peut-être, point de suspension. » Voilà. Ça n'a jamais marché. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Et Bernstein, un soir, lors d'une réception, va vers Barber et lui dit je comprends pas pourquoi vous ne m'aimez pas. Comme ça, il avait dû boire un peu avant peut-être. Et Barber, qui est d'un abord assez froid et assez distant, lui dit mais pas du tout, je vous aime beaucoup, je vous aime à 70%. Ah bon, mais pourquoi 70%? Parce que je vous ai entendu un jour jouer ma sonate pour piano et vous l'avez massacré. Alors Bernstein, piqué au vif, avise un piano dans la salle, se met au piano et joue non pas toute la sonate, bien qu'elle soit pas très très longue, mais joue le final de la sonate, qui est une fugue d'une virtuosité absolument désarçonnante, qui a effrayé quantité de pianistes, un peu moins maintenant où elle est beaucoup jouée enregistrée, mais à une époque, jouer la fugue de la sonate de Barber, c'était un vrai tour de force, et de mémoire, il la joue parfaitement. Il va vers Barber, pardon, il lui dit « Et maintenant ?» Et Barber lui dit « Maintenant, je vous aime à 71%. » Donc voilà, c'est un peu compliqué tout de même. Il y avait à la fin de la vie de Barber qui était assez dramatique. Barber souffrait d'un cancer, était chez lui, quasiment mourant, et avait organisé une petite réception pour les amis très très proches. Et dans un geste de réconciliation, convie Bernstein à cette petite soirée entre amis. Et Bernstein décommande une demi-heure avant en disant « Je viens de me rendre compte qu'il y avait un documentaire qui passait sur moi à la télé. Donc j'ai me regardé. » Et Barber de commenter « C'est pas grave, il n'y avait pas la place chez moi pour accueillir son ego. » Voilà. Alors, même si Barber et Menotti n'étaient pas tout à fait similaires, je pense tout de même que l'animosité de Barber à l'égard de Bernstein devait peut-être se ressentir un petit peu chez Menotti. Et Menotti avait en même temps ce côté un petit peu show-off de Bernstein. Bon, voilà, je crois qu'il y avait là une amitié teintée d'envie, de jalousie et aussi de mépris. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez complexe. Je pense que trois génies peuvent pas s'apprécier. Voilà, ils peuvent que se faire une compétition effrénée, quoi.